La ville de Saint-Paul-et-Dax avec Kevin Lossu vous présente les rendez-vous du patrimoine. Une archive, un bâtiment, un fait remarquable de la commune. On vous dit tout, on vous raconte tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous du patrimoine Saint-Paulois. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un voyage dans le temps entre le 19e et le 20e siècle puisque nous allons aborder, grâce à vous, l'une des grandes figures, on peut le dire, de Saint-Paul-les-Dax. Sans lui, la ville n'aurait pas le même visage. Je pense que on peut s'avancer en disant ça. On va mettre en lumière aujourd'hui une figure très talentueuse. On va parler d'Albert Pomade et on va lui consacrer 2 émissions, en commençant aujourd'hui par un portrait de cet architecte important qui a œuvré dans notre ville. Alors Kevin, est-ce que vous pouvez en introduction déjà nous rappeler qui est Albert Pomade ? Alors Albert Pomade, c'est le grand architecte landais bien connu. Il est architecte de la ville de Dax de 1908 à 1957 et c'est un des grands architectes de la scène artistique du Sud-Ouest. Alors qu'est-ce qu'on sait de son enfance ? Eh bien, d'abord, il est né en 1880, le 31 décembre exactement, à Mont-de-Marsan. Il est issu d'une famille très modeste. Son papa était gendarme à cheval, il s'appelait Johannes. Et sa maman, Anne Forestier, eh bien, est une simple ménagère. Il a connu en fait une vie partagée entre plusieurs casernes de gendarmerie et dans le nord des Landes avant de s'installer à Dax. Mais alors, un papa gendarme, une maman ménagère, on ne peut pas dire qu'il était prédestiné à devenir architecte. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclic ? Eh bien justement, c'est en arrivant à Dax, en étant à l'école, qu'il va très tôt s'initier au dessin. Et c'est son professeur de dessin, Monsieur Pâtissier, qui va repérer le talent chez ce jeune élève et qui va l'imaginer comme un futur architecte. D'accord, donc en fait, déjà très jeune, on repère le talent chez lui. Donc là, il est à Dax en dessin. Quelle est la suite de son parcours en fait à l'école ? Eh bien, il va passer tout d'abord à l'école primaire supérieure. Là, il va atteindre le niveau du baccalauréat. Et à la suite de cela, son professeur de dessin va le recommander à l'école des beaux-arts de Bordeaux. Et ce qui est un passage, on va dire, obligé pour les élèves provinciaux. C'est une institution nouvelle qui permet eh bien, aux élèves de la localité de pouvoir avoir les rudiments de base du dessin et de la composition dans tous les domaines confondus. Là, on parle d'architecture, mais il y a bien sûr la gravure, la sculpture, la peinture. C'est la succursale de la grande école, celle de Paris. Celle de Paris qu'il va rejoindre dans la suite. Tout à fait. Alors tout d'abord, il passe donc en 1898, Bordeaux. Ça, c'est vraiment le cours préparatoire. Il apprend vraiment les rudiments de l'histoire de l'art. Et à la suite de ce passage, il va en 1900 intégrer l'école de Paris. Mais l'école de Paris, l'école des beaux-arts de Paris, qui est l'école nationale, est une institution très difficile à atteindre. Techniquement, elle est ouverte à tout le monde, jusque dans la limite de 30 ans. Mais dans les faits, les examens pour entrer sont très difficiles. Donc pour pouvoir entrer véritablement, être inscrit à l'école, eh bien, les élèves postulants sont obligés de s'inscrire dans des ateliers préparatoires. Et Pomade, il va passer 3 ans dans un des ateliers préparatoires avant de pouvoir concourir à l'examen officiel pour intégrer l'école. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Alors, il va intégrer cette école. Pourquoi ce choix, en fait, et finalement, quelle ambiance dans cette école ? Qu'est-ce qu'il va y vivre ? L'école des beaux-arts de Paris, c'est l'endroit qui, depuis Colbert, forme officiellement les artistes, et notamment les architectes. C'est la seule institution en France qui décernait le DPLG, c'est-à-dire le diplôme délivré par le gouvernement. Donc il y a un enseignement officiel qui est tourné vers l'étude de l'Antiquité, des ruines romaines, grecques, et bien sûr il y a aussi tout l'enseignement des mathématiques, de la physique, de l'histoire de l'art également, pour à approfondir les connaissances et former vraiment des architectes au métier, pour qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Donc c'est quand même une école très importante, et dans notre imaginaire français, c'est aussi là que se trouvent les artistes. On pense aux artistes bohèmes, ce qui est une réalité parce que ces élèves-là, qui viennent de toute la France, et c'est aussi un moment où on a la promotion sociale qui permet à des élèves de province de pouvoir aller à la capitale, il y a énormément de misère. Ces élèves vivent dans des conditions assez précaires, ils sont obligés de faire des stages très difficiles chez des
des artistes ou des architectes où ils sont, on va dire, tout bonnement exploités. Donc c'est une réalité, mais du coup où chaque jour a sa saveur et où il y a une camaraderie immense. Il y a d'ailleurs tout un vocabulaire, comme dans tout cadre estudiantin, où le fonctionnement, c'est les anciens qui forment les nouveaux, et avec toutes les brimades que ça peut supposer. Alors, j'imagine que qui dit école dit également diplôme, puisque vous avez parlé de l'architecte des PLG, qui est un terme d'ailleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les architectes. Quel est le sujet qu'il va présenter pour justement son diplôme final ? Alors, le diplôme, c'est l'aboutissement. Après la seconde et la première classe, on est le 21 novembre 1907 et Pomade va présenter ce projet sur lequel il a travaillé de nombreuses heures, avec l'aide d'ailleurs de nouveaux étudiants pour faire tous les rendus des ombres. Il faut s'imaginer ces projets d'architecture qui sont d'immenses planches qu'en sont, là, avec des lavis à la main. Tout est réalisé méticuleusement avec une vue en perspective, les élévations, les plans, enfin tout ce qui doit servir à présenter le projet. Donc c'est dans la plupart des cas des projets imaginaires que présentent les élèves. Or là, ce n'est pas le cas. Pomade, d'un commun accord avec un architecte de Dax, Alexandre Lalanne, dont je vais reparler, va proposer une villa pour Hendaye. Donc déjà, tout dans le sujet est campé sur ce qui va définir la carrière de Pomade, une villa, un édifice de bord de mer, et déjà avec des références sur le régionalisme. Une très belle maison qui va être construite à Hendaye et qui existe encore aujourd'hui. Il était déjà architecte visionnaire, c'est déjà où il voulait aller. Donc 1907, il a son diplôme en poche, il a 27 ans, si je ne dis pas de bêtises, et il s'installe à Dax. Pourquoi ? Pour réaliser cette villa alors ? Pour retourner dans les terres locales ? Alors, il y a effectivement un petit peu de ça, puisqu'il va à Dax rejoindre Alexandre Lalanne, qui a déjà un cabinet d'architectes. Donc pour débuter, les deux hommes vont s'associer. Donc là, on est en janvier 1908, et il est lancé dans le bain déjà de la création. Mais il y a aussi un autre enjeu, c'est que déjà, quelques mois auparavant, l'architecte de la ville de Dax, Edmond Ricard, est décédé. Il est décédé d'ailleurs assez prématurément, et donc le poste est ouvert, et Pomade apparaît comme son digne successeur. Donc installation à Dax. Est-ce qu'il connaît immédiatement le succès ? Alors, il a une période de flottement, non ? Du tout. Et il commence d'ailleurs très fort, puisque dès la première commande qu'on lui fixe, alors c'est assez malheureux, c'est le tombeau du maire, Théodore Denis, qui vient de décéder. C'est le premier mois qu'il est installé dans la ville, et il va donc dessiner un socle en marbre d'association avec Ernest Gabard, qui est un grand statuaire de Pau. Et puis très rapidement s'enchaîne la commande des arènes de Dax, qui va vraiment le propulser comme un technicien assez hors pair, et en même temps comme un bon architecte, puisqu'il va parvenir à réaliser un bâtiment public assez monumental en proposant un budget extrêmement réduit, puisqu'il n'utilisera pas pour la première fois le moellon, la pierre, mais le béton armé. Et donc c'est la première fois qu'on a un édifice public, en tout cas de spectacle public, entièrement en béton armé. Et malgré l'aspect pauvre du béton, Pomade va arriver à lui donner un certain caractère ornemental qui fait que ces arènes, encore aujourd'hui, sont d'un point de vue esthétique une réussite. Alors on est en quelle année là, les arènes de Dax ? Entre 1909 et 1913. Elles sont inaugurées en mai 1913. Alors, j'imagine que indubitablement la guerre de 14 va venir un peu chambouler sa carrière, puisque alors est-ce qu'il a été engagé déjà ? Tout à fait. Comme nombre de ses confrères, il va concourir à la guerre de 14, mais l'État n'est pas fou. Il ne met pas ses cerveaux au devant de la ligne de front. Donc il va être dans les unités techniques, dans le 18e escadron du train. En fait, il travaille dans la logistique. Et il est un petit peu à l'arrière. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il ne risque pas de prendre un éclat d'obus. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Alors, comment sa carrière reprend après la guerre ? Eh bien, assez rapidement, et elle commence d'ailleurs par un heureux événement. Dès 1919, il rencontre son épouse, sa future épouse, Ana Celia Vasquez, qui est une portoricaine, qui est veuve et millionnaire, dit-on. Et donc, avec elle, il va s'installer véritablement à Dax. Et dès 1926, il fait construire cette fastueuse villa, qui est la villa Chinita, boulevard de Cuyès, qui va devenir représentative de son style. Donc, cette première partie de sa carrière, eh bien, elle va être marquée par une multitude de commandes auprès de diverses municipalités, puisqu'il se fait connaître vraiment dans tout le département, et même au-delà, jusqu'au Pays Basque, dans le Bordelais et un petit peu dans le Lot-et-Garonne. Et il va être vraiment l'architecte conseil officiel à l'Esperon, Tyros, Metz, Magescq, Hermes et bien d'autres communes. Donc cette époque-là, elle est
extrêmement active. Il va faire énormément, notamment de bureaux de poste, de salles des fêtes, de mairies, de monuments aux morts. On est vraiment hélas. sur des bâtiments et des édifices publics. Hein. Publics, beaucoup, et beaucoup de villas. Donc c'est un architecte qui très vite va connaître une certaine réputation, et c'est un architecte aussi qui a son coût. Alors vous parlez de première période, j'imagine qu'il a connu d'autres périodes stylistiques du coup. Tout à fait. Alors, il est dans un premier temps marqué par le balnéaire. C'est un peu l'esprit qu'on va retrouver à Arcachon, à Biarritz, avec ces villas qu'il va dessiner en briques et pierre dans un style un peu classique. Passé la guerre de 14, on entre dans les années 20, à partir de 1925 particulièrement, dans le régionalisme, ce mouvement qui va vraiment marquer le paysage ici dans les Landes et au Pays Basque, avec notamment le style basque qui est à la mode et le style landais. Pomade va être un des grands représentants de ce style-là et aussi un de ses théoriciens, on peut le dire, même si on ne lui connaît pas d'écrit. C'est aussi le moment où l'art déco bat son plein, et Pomade va être un des représentants de ce style-là. Donc, une autre période va suivre dans le courant des années 20-30, c'est cette réunion entre le régionalisme et l'art déco, qui va vraiment être sa signature. On va même parler de style Pomade, et c'est des éléments qu'on va d'ailleurs pas mal retrouver à Saint-Paul-les-Dax. Donc ça fera l'objet de la seconde émission. Est-ce que vous pourriez nous décrire en fait, parce que là vous nous parlez effectivement de la vie d'Albert Pomade, est-ce que vous avez des anecdotes à son sujet ? Oui, alors déjà pour le décrire, le personnage est assez représentatif finalement des hommes de son époque. C'est un monsieur relativement grand, assez mince, il a une petite moustache. Et on peut le dire, c'est quelqu'un d'assez fantasque. C'est quelqu'un qui est un pince sans rire. Comme souvent, ils ont gardé ça de l'école des Beaux-Arts. D'ailleurs, quand ils se retrouvent chaque année au grand bal des Beaux-Arts à Paris, où ils se costument en romain, en spartiate, etc., on les retrouve comme des gamins. Et derrière le profil du notable établi, il y a quand même quelqu'un qui est un grand farceur. Bon, c'est quelqu'un aussi qui est un grand gaffeur. Il a énormément de voitures, on lui connaît beaucoup de voitures. C'est quelqu'un qui est incapable de conduire une voiture proprement. Donc, il a des modèles remarquables, mais il a souvent des accidents ou les érafle. Enfin voilà, il a failli d'ailleurs un jour passer sur les rails du train à Dax. C'est quelqu'un qui aussi est établi dans tous les cercles locaux. Il est au Rotary Club, il est dans la plupart des conseils d'administration des grandes sociétés locales. C'est quelqu'un qui a aussi le goût du voyage, de par son épouse également une fascination pour l'Espagne. C'est quelqu'un qui adore plaisanter. Je crois qu'on peut résumer le personnage à cela et de faire des blagues, sans arrêt des blagues. On lui connaît pas mal de choses. On dit par exemple qu'il se pointait à un repas avec un jour d'avance, juste pour avoir le plaisir de voir la maîtresse de maison complètement au dépourvu et de repasser. C'est le genre voilà, de choses qu'aimait beaucoup faire Pomade. Alors, on a parlé effectivement d'Albert Pomade, ces deux périodes, et vous nous avez dit que la seconde période s'arrêtait juste avant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, comment est-ce qu'il va vivre cette Seconde Guerre mondiale et sa carrière va prendre un autre virage, il me semble, après. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Une période délicate parce que avant même l'arrivée des Allemands, il va être chargé à Dax notamment de la défense passive, donc c'est-à-dire de la protection des habitants, de créer des tranchées, des abris anti-aériens. Et puis pendant l'occupation, il va être mis à disposition des Allemands qui abîment tous les bâtiments, pas seulement à Dax, ici aussi à Saint-Paul. Donc on va le retrouver sans arrêt en train de faire des réparations, de conforter les bâtiments. C'est une période assez pénible pour lui, en plus où les matériaux sont difficiles à trouver et où les tensions avec les entrepreneurs sont à leur comble. Donc à la suite de cette période-là, Pomade, qui n'est d'ailleurs pas accusé de collaboration, à la différence de Prunetti par exemple, son confrère, et un peu rival, il faut le dire, Pomade va se retrouver notamment dans le ministère de la reconstruction urbaine à réparer des maisons qui ont été détruites par l'occupant, alors ça sur la côte notamment. Et puis surtout, son cabinet va se rajeunir. Déjà, il va faire la rencontre durant l'occupation d'un confrère qui va d'ailleurs être important ici à Saint-Paul, c'est Roger Colman, qui est un dessinateur industriel qu'il va prendre sous son aile dans son cabinet. Et qui, comme dessinateur, avec Mathias Wang, qui est aussi un autre dessinateur, lui qui nous vient plutôt d'Indochine, leur style va commencer petit à petit à se diriger vers une sorte de régionalisme moderne, synthétique. Et puis c'est surtout un jeune confrère qui va marquer de son empreinte le cabinet Pomade, c'est Jean-Raphaël Hébrard, alors qu'il lui annonce carrément un basculement dans une autre époque. Il est beaucoup plus jeune, il a la vingtaine, et quand il arrive au début des années 50 dans le cabinet Pomade, et lui, clairement, il va annoncer l'architecture du futur. Et autant vous le dire, ces deux hommes ne se comprennent absolument pas sur le plan stylistique.
On peut le Mais bon, comprendre. voilà. Et Pommade ayant été diminué aussi par une première crise cardiaque, petit à petit, c'est son cabinet, notamment Jean-Raphaël Hébrard, qui va prendre la suite dans cette dernière période, qui va de 52 à 57. Oui, à l'âge où Albert Pommade en fait a plus de 70 ans déjà. Tout à fait. Et alors, quel héritage artistique est-ce qu'il a laissé du coup au patrimoine landais, puisqu'on parle de toutes ses réalisations, et on l'a déjà dit, hein, ça fera l'objet d'une autre émission. Eh bien, on est sur plus de 800 réalisations, ce qui est absolument énorme. considérable pour un architecte. Si un architecte arrive à faire 100 ou 200 réalisations dans sa vie, c'est remarquable. Bon, là, il y a évidemment tout un cabinet qui est derrière. On est principalement sur de la construction civile, avec des villas, mais énormément de bâtiments publics de grande importance, des bâtiments dont certains sont restés. Je pense à la mairie de Magesque, tout près d'ici. Je pense évidemment aux Splendides, auxquels il a participé. J'ai cité les arènes, on peut aussi parler du groupe scolaire de Tyros, et quelques constructions importantes dont certaines ont disparu. Je pense au château de Peyrouton, qui était la maison du maire de Dax, qui était un vaisseau art déco extraordinaire et qui malheureusement a disparu. Mais même jusqu'aux confins des Landes et même des Pyrénées, à Gourette par exemple, le principal hôtel de Gourette, l'Edelweiss Hotel, qui est un bâtiment de style art déco, est signé Pommade. Et donc ce style Pommade a vraiment enchanté le territoire landais et bien au-delà jusqu'aux confins des Pyrénées et du Bordelais. Eh bien, quelle magnifique conclusion, Kevin. Grâce à vous, on sait tout sur Albert Pommade. Je vous remercie pour cette émission et puis pour toutes ces explications. On se retrouve très bientôt pour une seconde émission consacrée aux réalisations saint-pauloises de cet architecte. En attendant, on vous dit à toutes et à tous à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à très vite.